Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par Cap Industrie et les partenaires de la région. Je suis Mathieu Calais, chargé de mission développement industriel pour Cap Industrie et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Pierre et Pierrick qui travaillent au sein de la région Hauts-de-France. Alors Jean-Pierre est responsable du service relations entreprises et territoires, Ouais. et Pierrick, le responsable du service intervention financière, économique et sociale. Et aujourd'hui, on va vous parler des aides régions qui sont plus ou moins connues et puis surtout de leurs dernières évolutions récentes. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, quelques règles. Vous avez un chat qui est sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à poser des questions. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Sinon, on va les consolider et on vous enverra la réponse par la suite. Bien sûr, écoute, bienveillance sont les maîtres mots. On est là pour vous apporter de l'information. On n'aura pas forcément réponse à toutes les questions dans l'immédiat, mais on fera en sorte de vous les apporter. Et puis, bien sûr, le support du webinaire sera disponible en téléchargement et vous sera envoyé par la suite, tandis qu'un replay sera accessible dès la fin du webinaire. Alors, pour commencer entre guillemets les choses, j'aurais une première question pour vous, Pierrick et Jean-Pierre. On est entre nous, personne ne nous écoute. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a du budget à la région? Il y a du budget à la région. Il y a un Pour les entreprises, hein? Pour les entreprises. Et pas seulement pour les entreprises. Et pas seulement. Très bien. Et donc, le budget est à peu près constant par rapport aux autres années, en évolution, en diminution. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Sur les dispositifs courants, c'est-à-dire hors opération spéciale, on est constant. D'accord. Et avant de rentrer vraiment dans le détail technique des mécanismes d'aide aux entreprises, est-ce qu'il y a des grands principes qui seraient bons de rappeler ou de connaître? Typiquement, j'ai appris récemment que l'aide publique n'était pas de droit. Tout à fait. Une subvention n'est pas de droit. Une subvention, déjà, elle doit être incitative. Et en plus, elle est soumise quand même à l'appréciation technique et aussi à l'appréciation des élus. Qu'est-ce qu'on appelle incitative? L'incitativité d'une aide, c'est-à-dire qu'elle doit être sollicitée avant la décision même du projet. On dit qu'une aide est incitative à partir du moment où elle va venir faciliter une décision. Si la décision est déjà prise par le fait, par exemple, qu'on a déjà signé un bail, qu'on a déjà signé une commande ou autre chose comme ça, la décision est déjà prise, donc l'aide n'est plus incitative. Donc la première grande règle à se rappeler, c'est toujours faire une demande avant de signer un devis ou un document engageant l'entreprise. Tout à fait. Ça marche. Et il y a aussi quelques règles qui sont liées au droit, règles d'encadrement qu'on pourra reparler par la suite. Une fameuse règle qu'on appelle de minimis qui s'applique, mais aussi d'autres régimes d'aide. C'est pas si simple. Non, alors c'est pas si simple parce que toutes les aides publiques aujourd'hui sont contrôlées et régies par la Commission européenne qui, au nom de la concurrence, pour ne pas fausser la concurrence, encadre toutes les interventions publiques. Donc, c'est-à-dire à partir de la commune jusqu'à l'État, voire même les fonds européens. Et on a ces dispositifs d'aide, c'est ce qu'on appelle régime exempté de notification, et qui sont assez précis et qui donnent les grandes règles des aides possibles. Et entre autres, tu parlais de la règle des minimis, qui est la règle de base, c'est-à-dire une aide des subventions qui peuvent être données à une entreprise, qui est aujourd'hui de 200 000 € glissant sur 3 ans. Donc globalement, une entreprise type PME ne peut pas avoir plus de 200 000 € d'aide par période de 3 ans. Par période de 3 ans, tous sites confondus. Tous sites confondus. Donc on prend toujours le consolidé. Et au niveau européen? Non, par État membre. Par État membre. Donc 200 000 € pour la France. Ouais. Ça marche. Et puis, important aussi, je crois, c'est qu'il faut vraiment réfléchir en mode projet et réussir lorsqu'on fait une demande d'aide ou solliciter un interlocuteur de la région, de préparer son projet sur une période court moyen terme, c'est-à-dire en tirant jusqu'à 2 ans les différents investissements qui vont concourir au projet de développement de l'entreprise. Et ensuite, interroger la région en lui exposant tout ce projet pour qu'elle puisse se positionner sur les différents outils dont elle dispose. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, les cadres aujourd'hui prévoient des programmes sur 3 ans. On est sur 3 ans.
Exceptionnellement, on peut même l'envisager sur 4 ans, lorsqu'il y a un programme conséquent. Et oui, l'intérêt du projet, l'intérêt de pouvoir justifier auprès des élus une participation financière, c'est justement ce que ça va donner dans la globalité, comment l'entreprise va évoluer grâce à ça, vers quoi elle va aller et ces investissements, en quoi ils sont déterminants pour son avenir. Très bien. Donc, globalement, faut vraiment se projeter et ne pas faire une demande tous les 6 mois. C'est ça. C'est ça, pour pas être très terre à terre. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je suis dirigeant d'une PME de mécanique industrielle classique, 50 salariés en CDI, résultat net un petit 3% et demi, des fonds propres relativement solides. Aujourd'hui, j'ai des commandes, j'ai des perspectives commerciales. Je veux investir dans un nouveau centre d'usinage, 500 000 euros. Est-ce que la région peut m'aider? La région peut aider. Alors, la région peut aider dans certaines conditions. La région aide les PME à se développer à condition qu'il y ait un saut technologique. C'est-à-dire que si on passe d'un système tout à fait basique, manuel, où on va prendre un système 5 axes tout automatisé, là, on considère qu'au niveau de la PME, il y a un réel saut technologique. On est vraiment dans l'évolution, dans le progrès. Et là, on est repris dans le développement PME volet 1. C'est-à-dire que... c'est nouveau, ça. Avant, il n'y avait qu'un seul dispositif. C'était ce qu'on appelait IPIN. Aujourd'hui, on a changé son appellation, mais globalement, c'était le dispositif IPIN qui a été remanié un petit peu, qui porte certaines évolutions. Les seuils sont pas tout à fait les mêmes, mais à la marge. On peut aider jusqu'à 500 000 euros, voire 750 000 euros en assiette éligible. Alors, une assiette éligible, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le montant maximum de l'investissement qui va être retenu en investissement éligible. C'est la base de calcul qui est retenue pour avoir l'aide. D'accord. Et l'aide est sous forme de subvention? L'aide est sous forme de subvention. Et pourquoi on a cette base éligible? Parce qu'on utilise, ce que je disais tout à l'heure, des régimes d'aide européens qui inscrivent bien les pourcentages maximum d'aide que l'on peut faire par rapport à un investissement. D'accord. Et donc, cette aide est bien sous forme de subvention. Et là, elle est de 20%. Donc là, je pourrais potentiellement avoir 100 000 euros de subvention sur mon centre d'usinage s'il présente vraiment un saut technologique avéré par rapport à l'outil de production existant. Tout à fait. Et avec un bonus, si cet investissement permet de créer de l'emploi en CDI, on va avoir un bonus, c'est-à-dire de 2 000 euros par emploi. Très bien. Et l'outillage, parce que bon, le centre d'usinage c'est bien, mais il va pas fonctionner tout seul, on imagine. Il faut que j'ai l'outillage, il faut que je fasse un petit peu d'agencement au niveau de mon atelier, c'est-à-dire refaire les réseaux, mettre un petit peu de formation pour mes collaborateurs, mais pas des montants très très élevés dans un premier temps, puisque ça est lié uniquement à ce centre d'usinage. Est-ce que ça rentre dans l'assiette éligible? Alors, on voit le centre d'usinage, mais dans sa globalité. On va reprendre, par exemple, des accessoires qui vont venir à côté. On va pas prendre le consommable, mais on va prendre certaines options qui pourraient être mises autour du matériel pour le développement. Et on va prendre aussi certains travaux liés à la mise en place du matériel. Très bien. Ok. Et donc, il y a aussi, c'est clair, là-dessus, il faut bien décrire son projet, réfléchir sur l'ensemble du périmètre d'investissement. Et en cas où je souhaite, toujours PME, vraiment développer mes capacités de production. Alors, alors là, le volet 1, c'est lorsque l'on fait un saut technologique, lorsqu'on va amener une certaine évolution de technologie. Lorsqu'on est purement capacitaire, auparavant, on est dépendant. Aujourd'hui, purement capacitaire, on a créé ce volet 2 qui permet, si on est capacitaire mais qu'on a une obligation, c'est de créer de l'emploi. Donc, si on double, par exemple, sa chaîne de production, en général, on a les effectifs qui vont avec. Et à partir de 10 emplois, on peut déclencher cette aide volet 2.
où on a un forfait pour les 10 premiers emplois à 20 000 euros et pour tout emploi supplémentaire, 5 000 euros, jusqu'à l'occurrence de 250 000 euros. Par contre, le calcul de l'aide est bien fait par rapport à l'emploi, mais on est sur une aide à l'investissement et on va reprendre un investissement éligible. Donc, pour déclencher cette aide, il faut au moins 300 000 euros d'investissement éligible. D'accord. Et les temps sont durs actuellement, vous le savez. Hein. Est-ce que le matériel d'occasion peut être pris en compte, puisque j'avais en tête qu'auparavant, malheureusement, c'était pas éligible. Alors, oui, c'est une nouveauté depuis les cadres là qui sont actifs depuis le 1er octobre. On peut reprendre le matériel d'occasion sous certaines conditions. On peut reprendre aussi le rétrofit de matériel de plus de 5 ans. Matériel d'occasion, il y a certaines obligations et il ne doit pas avoir plus de 5 ans pour des questions de vétusté aussi et de normes de sécurité, aussi sur la partie énergétique, pour qu'il soit toujours à peu près au bout du jour. Pourquoi on n'avait pas avant, on ne reprenait pas le matériel d'occasion? Parce que on est obligé de prouver que le matériel n'a pas été précédemment subventionné. Donc pour ça, on demande aux dirigeants de l'entreprise de nous faire une attestation sur l'honneur comme quoi le matériel repris, donc en masse éligible, donc sur lequel il va être subventionné, n'a pas été précédemment subventionné. À lui de s'en assurer sur l'honneur auprès du fournisseur. Très bien. Et ça, c'est une obligation. C'est une obligation. Et il y a aussi, si le matériel a plus de 5 ans, la possibilité de calculer la subvention sur le coût du rétrofit. C'est ça. Alors, si le matériel a plus de 5 ans, deux choses, parce qu'on peut avoir une ligne de production qui aujourd'hui fait son affaire, mais qui a besoin d'être remis à jour avec toutes les nouvelles technologies. Donc, on la rétrofit. Donc, ça, on prend le coût du rétrofit. Si on fait l'acquisition d'une chaîne de plus de 5 ans, par exemple, et qui a besoin d'être remise à niveau, on ne prendra pas le coût de la chaîne, mais on prendra le coût du rétrofit. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre aussi en crédit bail? Alors, on peut prendre en crédit bail un crédit bail unique et qui doit être... Alors, le contrat de crédit bail doit être signé des deux parties au moment du dépôt de la demande. D'accord. On ne prendra pas... Alors, on peut solliciter, ça va marquer l'incitativité, mais pour déclencher le dossier et la finalisation du dossier d'instruction, on aura besoin du crédit bail signé des deux parties. Très bien. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est obligé d'attribuer la subvention au propriétaire du matériel, on est obligé de l'attribuer au crédit bailleur et on est obligé d'avoir absolument la détermination de ce choix au moment où on passe le dossier. La subvention sera versée au crédit bailleur et non pas à l'entreprise, dans ce cas-là. Okay. Je me permets de t'interrompre parce que du coup, comme je vous écoute, je lis les questions qui sont à l'écran. Il y avait une question d'Alexandre qui nous demandait si les aides dont on parle pour le moment sont exclusivement réservées aux PME et comme on la voit plus, peut-être qu'on peut répondre tout de suite à Alexandre. Oui. Tu le fais ou la réponse est oui, mais on va traiter après des très petites entreprises et éventuellement même des grandes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire. Donc, je ne sais pas, Alexandre, dans quelle entreprise vous êtes, mais a priori, on espère en tout cas que vous aurez une réponse. Oui, parce que les régimes d'aide sont différents suivant la taille de l'entreprise. Alors, suivant la taille de l'entreprise, les régimes d'aide sont différents. Il y a une forte disparité entre le fait qu'on soit PME ou qu'on soit ETI ou groupe. TPE, c'est d'autres priorités qu'on a voulu donner aussi. C'est pour ça que les dispositifs pour les TPE sont différents. Très bien. Donc justement, on parle des TPE. Qu'est-ce qu'elles peuvent avoir ces TPE? Je crois qu'il y a une aide au développement qui existe, qui s'appelle DAX. Alors, on a une aide au développement pour les TPE. Les TPE de façon assez large, puisque on va reprendre également, un traiteur, par exemple, dans ce cadre-là. On va reprendre un boulanger dans ce cadre-là, avec son matériel de production, ses fours, etc. Mais ça peut être aussi... c'est les moins de 10. Voilà, c'est les moins de 10 et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et l'aide, donc, se matérialise comment pour ces petites entreprises?
Alors, c'est une aide qui est comprise. Alors, le seuil pour pouvoir bénéficier de cette aide, c'est 30 000 euros d'investissement et jusqu'à 130 000 euros. Auparavant, c'était 100 000 euros. Sur la partie entre 30 000 et 100 000 euros, on est à 20% du montant éligible. Et sur la partie entre 100 000 et 130 000, on est à 10%. Ce qui fait un montant maximum de 23 000 euros. D'accord. Et on est sous forme de subvention. Et on est sous forme de subvention. Il y a aussi, on répondra aux questions juste après, pour continuer sur les petites entreprises, une aide au numérique, au digital, qui concerne les entreprises de moins de 20. Ça, c'est tout nouveau. Entre guillemets, elle vient de sortir au 1er octobre. Alors, elle vient de sortir. Ça fait suite d'une aide qui était différente et qui avait été arrêtée il y a maintenant une bonne année, qui s'appelait INAC. Aujourd'hui, cette aide s'appelle ADEN et c'est une aide pour justement aider les TPE qui le souhaitent à aller sur des sites internet, des choses comme ça. Typiquement, je suis une petite entreprise de tôlerie ou de mécanique industrielle, je veux changer ou intégrer un ERP, c'est possible avec ce dispositif? Alors, s'il y a uniquement un ERP, je vais dire oui, il pourrait être pris aussi, par exemple, alors plus pour la PME, là, dans ce cas-là, il pourrait être pris s'il y a un saut technologique avec un matériel adéquat, il pourrait être pris dans l'assiette de PME qu'on a vu tout à l'heure, développement volet 1. Ouais, si l'investissement, par contre, atteint le seuil minimum, voilà, 250 000 euros. Mais sinon, oui, pour les petites entreprises qui voudraient s'équiper, oui. D'accord. Avec un taux de subvention qui est intéressant, puisqu'on peut aller jusqu'à 40% des investissements éligibles entre 3 000 et 30 000 euros. C'est bien ça? Non, je pense que là, tu fais erreur. On est à 20%. À 20%. Tu confonds avec l'aide précédente qui était à 40%, mais qui était plafonnée plus bas. Très bien, autant pour moi. Donc on voit que les dispositifs sont très spécifiques et très cadrés par typologie de projet. Oui, alors c'est vrai qu'ils viennent d'être mis en place. Les réflexes pour nous sont pas encore automatiques, puisqu'on gère encore les deux. On gère les reliquats des demandes qui sont venues jusqu'au 30 septembre. Et ces nouveaux cadres. Et donc, pour l'instant, on a les deux dispositifs qui cohabitent. Mais il faut retenir qu'il y a un dispositif pour l'intégration et le développement d'investissements digitaux pour les petites entreprises de moins de 20. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a une question de Xavier Crépel qui met que la bonification par emploi créé est-elle toujours soumise à la production pour percevoir le solde de la subvention et une attestation de la directe? Inspection du travail qui reprend les effectifs, c'est lié à temps plein. Alors, on ne demande plus spécialement l'attestation de la directe parce que pour les agents de la directe, c'était pas toujours évident de pouvoir la produire. On demande des éléments qui sont repris par le registre unique du personnel où on va comparer à la période de départ et à la fin où on va faire un comparatif. Et ça n'est pas lié aux emplois strictement production. Et ce n'est pas lié aux emplois strictement production. La création d'emplois. C'est l'effectif global de l'entreprise. Oui, parce que c'est trop compliqué de lier. Un investissement, oui, il va certainement engendrer du personnel en production, mais il peut aussi engendrer un technico-commercial supplémentaire ou du secrétariat commercial supplémentaire. Globalement, l'investissement, il permet de faire développer l'entreprise et le développement de l'entreprise fait développer l'emploi. Donc, on le voit sur sa globalité. D'accord. Très bien. Et au niveau, puisqu'on est sur la partie salariée, au niveau de la montée en compétence justement des collaborateurs de l'entreprise, là je m'adresse plutôt à Pierrick. Est-ce qu'il y a des choses qui existent au niveau de la région? On sait que vraiment que c'est les salariés, les collaborateurs qui font la compétitivité de la structure. Un matériel, une machine-outil peut s'acheter et s'implanter dans n'importe quelle zone du monde. La différence, ça va être la compétence des collaborateurs de l'entreprise qui va créer la valeur ajoutée.
comment la région accompagne justement la montée en compétences des collaborateurs? On peut les accompagner? Alors, d'abord, je voudrais dire que je partage tout à fait ce que tu viens de dire. Je pense qu'une grande partie de la compétitivité des entreprises est aussi liée à la compétence des salariés. Très concrètement, la région peut venir compléter le financement des plans de développement de compétences des entreprises, de ce qu'on appelait avant les plans de formation. Pour présenter les choses un peu simplement, l'idée, c'est de dire qu'à partir du moment où une entreprise, une PME ou une plus grande entreprise a un plan de formation particulièrement ambitieux, qui dépasse en tout cas l'obligation légale, on a la possibilité de venir aider l'entreprise très concrètement sur une subvention. Ça vient directement impacter les résultats de l'entreprise. De venir financer une partie de ce plan de formation. Alors, pourquoi je dis une partie? Parce qu'il y a toujours un effort partagé entre l'argent entre guillemets privé, celui qui vient soit de l'entreprise, soit éventuellement de l'OPCO, et puis l'argent strictement public qui vient de la région. Peut-être, si je rentre un tout petit peu dans le détail, sans aller dans la mécanique fine, on peut intervenir sur des formations, qu'elles soient internes ou externes. Ce que j'entends par des formations externes, c'est des formations qui sont confiées à des organismes de formation. On peut intervenir sur des formations en situation de travail. D'accord. Et on prend en fait généralement une partie du coût de la formation. Voilà, c'est un dossier qui se présente à la région. Alors avec des taux d'intervention qui sont différenciés selon la taille de l'entreprise déjà, et là on est effectivement dans une contrainte européenne, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et puis qui sont aussi différenciés selon ce que nous on appelle le scoring, mais pour faire simple, selon l'intérêt pour l'entreprise, pour les salariés, pour le territoire du plan de formation. Globalement, plus on va vers des formations qualifiantes, diplômantes, qui permettent de la création ou de la préservation d'emplois et éventuellement des parcours professionnels, plus le taux d'intervention de la région va être important. Après, je peux rentrer dans le détail, c'est des questions, mais globalement, l'approche générale, c'est ça. Et ça peut concerner toutes les catégories de collaborateurs, de personnel de l'entreprise? Faut que je mette mes lunettes pour voir la question. Si nous avons déjà obtenu les lunettes des VRH, il y a... Alors, pardon, l'écran est loin. Sommes-nous encore éligibles si on a obtenu une aide? Alors, la réponse est donc que tout le monde ait bien compris la question. S'il y a déjà eu une aide en matière de formation des salariés, est-ce que vous pouvez redéposer un dossier? Oui, si ça n'est pas le même projet. Parce qu'en fait, ce qu'on va aider, c'est pas tellement l'entreprise, c'est la réalisation d'un projet dans une entreprise. Alors nous, d'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure sur le mot projet qui est extrêmement important pour nous, parce que c'est bien un projet qui va servir l'entreprise, ses salariés et éventuellement le territoire. Donc, si vous êtes sur un autre projet, vous pouvez tout à fait déposer une nouvelle demande d'aide et on va évaluer ce nouveau projet au regard des critères que je viens de donner. Donc le conseil qu'on peut donner aux dirigeants, aux collaborateurs d'entreprise qui nous regardent, c'est vraiment de structurer le projet de montée en compétences des collaborateurs sur un horizon moyen terme, identifier qui ça peut concerner, les types de formations qui seront mis en œuvre, un coût estimatif, et puis un budget global avant de prendre attache avec l'interlocuteur région. C'est bien ça? C'est ça. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on propose à l'entreprise, pour éviter qu'elle ait de multiples interlocuteurs, un rendez-vous unique avec son OPCO, parce que c'est quand même le premier partenaire financier des entreprises en matière de développement des compétences. Et puis, on s'engage assez rapidement à vraiment dire ce qui est éligible, ce qui ne l'est pas. Alors, on ne donnera jamais des montants très précis au début, parce que Jean-Pierre l'a précisé tout à fait légitimement tout à l'heure, ça reste une décision qui est prise par les élus du conseil régional, donc en commission permanente, mais on donne quand même un ordre d'idée assez précis pour que l'entreprise sache si elle décide d'aller plus loin dans sa demande ou pas, puisqu'évidemment, de déposer une demande d'aide publique, que ce soit pour une aide à la formation ou pas, c'est aussi du travail pour l'entreprise, on va pas se mentir, il y a un dossier à monter, il y a des contraintes, c'est du temps homme aussi administratif, et donc on s'engage vraiment à dire à l'entreprise dès le début, ok, allez-y, ça vaut le coup, on devrait pouvoir aboutir à quelque chose, ou là clairement ça va pas être éligible, ou ça sera pas accepté, ce qui évite à tout le monde de perdre du temps, mais surtout à l'entreprise. Je rebondis, j'ai sur la question d'Isabelle, ouais. Alors non, pas sur celle-là, je l'avais pas vue, mais sur la question peut-être des certifications, ouais. Je peux peut-être rentrer un petit peu dans le détail, puisque j'imagine qu'il peut y avoir ces questions-là aussi. Parce que j'en profite, j'ai mes lunettes, je vois les questions, du coup je peux y répondre.
En fait, on peut prendre en charge toutes les formations qui sont au-delà, d'abord, des formations habituelles, donc au-delà de l'obligation légale, et on ne prend jamais en charge les formations obligatoires. Donc tout ce qui est habilitation électrique, etc., vous ne trouverez pas de financement, mais j'ai envie de dire ni à la région, ni a priori ailleurs pour ces financements. Qu'à cela ne tienne, c'est un plan global. Donc, quand vous avez des certifications, je vois des certifications soudure, mais il y a peut-être d'autres questions dans d'autres entreprises. Vous nous présentez le plan global, et même si on ne peut pas aller sur telle ou telle formation, on peut peut-être aller sur d'autres, et finalement, encore une fois, c'est une approche générale. Et ça peut concerner aussi les petites entreprises, voire toutes petites entreprises. Alors, oui et non. Ouais, oui et non. Puisque tu as dit tout à l'heure qu'on était entre nous et qu'on pouvait tous dire, on va tous se dire. Alors, techniquement, oui. En revanche, monter un dossier de demande d'aide à la formation, c'est un gros boulot pour l'entreprise. C'est un gros dossier, c'est très contraignant. On est contraint par l'Europe, on est contraint par un certain nombre de réglementations nationales. Globalement, je pense que c'est pas rentable entre guillemets pour une très petite entreprise de présenter un dossier d'aide à la formation. Si elle a 2 formations, elle va dépenser plus d'argent à monter le dossier que ce qu'on va lui donner. Donc, j'allais dire, on n'est pas enregistré, mais si on est enregistré, tant pis pour moi. J'ai envie de dire, en dehors d'un plan de formation qui concernerait au moins 10 à 15 salariés, je pense que c'est compliqué pour l'entreprise de déposer un dossier. Non pas qu'on ne l'instruirait pas, on l'instruirait, mais elle n'aurait pas forcément grand-chose à y gagner. Je l'invite plutôt dans ce cas-là à se tourner vers son OPCO. Vers l'OPCO, oui. Bon. Une fois que j'ai dit ça, moi je pense que le plus simple pour nos partenaires et amis chefs d'entreprise, c'est, j'imagine qu'après tu vas donner les coordonnées de Jean-Pierre Demoy et de nos équipes, vous nous passez un coup de fil. Je veux dire, en un quart d'heure, vous nous présentez votre projet. Encore une fois, nous, on est capable de vous dire, ça va le faire. C'est jouable ou non. C'est jouable ou non, ça va le faire. Ou écoutez, et dans ce cas-là, on vous renvoie vers d'autres partenaires. L'idée, c'est que personne ne perde de temps, en fait. Oui, et d'être efficace. On peut peut-être répondre. On a quelques questions. Ouais. Si le financement de la formation est dans le de minimis. Ah, alors. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué cette règle de minimis. En fait, non. Il y a un régime européen particulier pour la formation. Si je fais un petit pas de côté 3 minutes, si je suis trop compliqué, vous m'arrêtez l'un et l'autre. Parce que voilà. En fait, de minimis, c'est un règlement européen qui permet d'intervenir lorsqu'il n'y a pas d'autres règlements européens disponibles. En matière de formation, il y a un règlement européen très précis qui nous dit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire et qui définit également les taux d'intervention. Donc, quand on intervient dans votre entreprise au titre de la formation, on ne consomme pas, entre guillemets, votre de minimis et votre possibilité de vous appuyer sur ce régime-là. C'est également vrai pour les aides à la recherche et développement. Il y a des règlements européens spécifiques. Ce qui est vrai, ce qui est précisé, c'est vrai également pour les aides qu'on a présentées tout à l'heure. On va toujours rechercher le meilleur régime d'aide possible avant d'utiliser le de minimis. C'est vraiment l'utilisation en dernier recours. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on souhaite toujours préserver l'enveloppe des minimis de l'entreprise pour le futur. On ne sait pas ce qui peut se passer. Très bien. Et donc mais ça, on oriente l'entreprise. Alors peut-être ça peut créer des préoccupations ou des questions légitimes. Encore une fois, quand l'entreprise vient nous voir, on regarde ça et de toute façon se positionne sur le régime le plus favorable pour l'entreprise systématiquement. Et qu'est-ce qu'on peut mettre justement dans l'assiette de l'assiette de l'aide pour la formation? C'est les coûts pédagogiques, c'est le coût des journées de travail qui sont utilisées pour de la formation. Quoi se constitue l'enveloppe finalement? Alors la question est simple, la réponse va être compliquée. Désolé. Alors prioritairement, c'est le coût pédagogique. Quand vous êtes en formation externe, c'est, j'ai envie de dire, assez facile. Vous avez un organisme de formation, vous avez un devis. Bon, globalement, c'est le devis. Quand c'est de la formation interne et notamment de la formation en situation de travail, c'est évidemment plus difficile de déterminer un coût pédagogique, mais
si j'essaye de présenter les choses simplement, en fait, c'est vraiment le coût du face-à-face pédagogique et du transfert de compétences entre un sachant, que ce soit un tuteur ou un formateur, et un apprenant. Peut-être que ça serait encore plus simple si je le définis par la négative. Qu'est-ce qu'on ne prend pas dans l'assiette éligible? En fait, on ne prend pas la production en mode dégradé. Si vous intégrez des nouveaux salariés que vous les formez sur une ligne de production, sur une nouvelle machine ou un savoir-faire particulier, nous, on va financer le transfert de l'acquisition de compétences. Mais si le salarié, c'est bien normal, parfois peut mettre 1, 2, 3, 6 mois à arriver au niveau de production attendu par l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la capitalisation du geste professionnel. Si vous voulez, ça, on ne le prend pas en compte. Ça n'est pas de la formation, ça n'est plus du transfert de compétences. D'accord ? Donc, nous, on reste bien sur le transfert de compétences d'un formateur vers un apprenant, que ce transfert de compétences ait lieu dans une salle ou en situation de travail. Ça, c'est possible. Mais c'est le transfert de compétences. Est-ce que, c'est une question que j'allais poser par la suite, mais Julie a anticipé. Est-ce que, en termes de process, il y a des maximums sur les délais qui sont indiqués? Sur les délais donnés, j'imagine que c'est sur le... Non. J'imagine, Julie, que c'est le maximum sur des délais donnés, c'est en termes de délai de réalisation des formations, si vous pouvez préciser votre question. Globalement, on est sur des plans entre 1, 2, voire 3 ans. On n'aime pas aller beaucoup au-delà de 3 ans parce qu'en fait, c'est compliqué après pour l'entreprise déjà d'avoir une vision au-delà de 3 ans de son plan de formation. C'est compliqué pour nous aussi. Et l'expérience montre que quand on a fait quelques dossiers au-delà de 3 ans, faut savoir aussi qu'un dossier d'aide publique, ça réserve de l'argent sur ligne publique. Et bon, voilà. Finalement, à la fin des 3 ans, le plan de formation effectivement réalisé n'a plus grand-chose à voir avec les formations qui étaient initialement prévues. Et c'est normal, c'est la vie des entreprises. Hein. On n'a pas de souci avec ça, mais du coup, ça implique administrativement de faire des avenants et c'est compliqué. On préfère s'engager au maximum à 3 ans et éventuellement, la question avait été posée tout à l'heure. Si l'entreprise a de nouveau un projet, qui est de nature en tout cas qui est compatible avec les aides publiques, dans ce cas-là, on refait un dossier. D'accord. C'est plus simple. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question de Julie, mais elle nous le dira peut-être pour un délai de formation, oui. J'espère qu'on a répondu à votre question. Et la question de Samuel qui demande pour une actualisation de l'ERP dans une PME avec mise en place de la facturation électronique, changement de serveur, PC, j'imagine aussi le logiciel. Est-ce que ça peut être aidé? Alors, on ne sera pas repris sur l'aide numérique, puisque si on est dans une PME, l'aide numérique, elle est réservée aux moins de TPE, aux moins de 20. Enfin, c'est TPE un peu élargi, disons, puisque c'est 10 normalement. Après, ça peut s'inscrire dans l'aide au développement des PME, ce qu'on avait vu dans le volet 1, mais à condition qu'il y ait un global, c'est-à-dire qu'on est déjà sur un investissement conséquent, puisqu'il faut qu'il soit au moins de 250 000 euros. D'où, encore une fois, l'intérêt de globaliser ces investissements sur une période moyen terme pour présenter une assiette éligible, entre guillemets, suffisante. Tout à fait. Et étant donné, comme on l'a évoqué, on ne prendra pas 2 dossiers à la suite, puisqu'il faudra avoir fini le premier programme pour en ouvrir un deuxième, donc, et qui soit complètement différent. On ne va pas reprendre du tout les mêmes projets. Et donc, on doit voir ce projet dans sa globalité. Et souvent, l'ERP est dans un projet global. Très bien. Une question de David qui demande comment ça se passe lorsqu'ils sont filiales d'un grand groupe. Alors, c'est plus restrictif, malheureusement, je crois. Voilà. Alors, au sens européen, il faut toujours revoir la notion de PME au sens européen, c'est-à-dire qu'on le fait en consolidé. Une filiale d'un grand groupe, elle est considérée comme grande entreprise. Et alors, pour un petit rappel, les règles de base pour les PME, c'est en consolidé 250 salariés ou alors là, le cumul des deux, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 43 millions d'euros de bilan. Ça, c'est le seuil pour ne plus être PME. Mais on doit donc voir ça en consolidé et on va prendre des participations supérieures à 25%. Je vais prendre un exemple bête. Un site de production où il y a 50 personnes. Mais un des actionnaires est par exemple EDF, à plus de 25%. Systématiquement, ce site est considéré comme grande entreprise.
Ok. Et est-ce que ce critère limitant s'applique aussi pour les formations Pierrick? Non, en fait, le régime européen, ouais, le régime européen que j'évoquais tout à l'heure et dont je vous ferai grâce du titre, concerne toutes les entreprises. Alors peut-être parce que certains peuvent être surpris de nous entendre parler de TI, de grands groupes, de grandes entreprises, etc. Au niveau européen, en fait, ce que l'Europe conçoit, c'est les grandes entreprises, les PME, les petites entreprises à moins de 50 salariés. C'est-à-dire que la notion de TPE et de TI n'existe pas sur les régimes européens. Donc pour le régime formation, en fait, toutes les entreprises sont éligibles. Ce qui va changer, c'est le taux d'intervention. Et évidemment, plus on va vers une grande entreprise, donc plus de 250 salariés, plus le taux est évidemment réduit. Très bien, merci. Donc, pour les grandes entreprises, par exemple, c'est 50% de l'assiette éligible. Donc potentiellement, dans l'entreprise de David, il pourrait être aidé sur l'aide formation dès lors qu'il y a un projet qui correspond aux critères. Ouais. Et Isabelle nous demande comment ça se passe lorsque le projet est déjà commencé. Ah. Alors là, malheureusement, on retombe dans ce qu'on a dit au départ. Il n'y a plus d'incitativité parce que le projet est décidé, la commande est faite, et de ce fait-là, la subvention, l'aide en subvention, est normalement plus légale. Cette notion d'incitativité, pour avoir une subvention, elle est obligatoire, c'est-à-dire que une subvention, systématiquement, quelle qu'elle soit, doit être incitative. Donc là, vraiment l'idée à retenir de ça, vous avez une idée, un projet d'investissement, surtout vous en faites pas, vous passez un coup de fil, vous envoyez un mail aux chargés de mission de la région qui sont là pour vous accompagner, aux équipes de Cap Industrie qui sont en lien aussi avec les chargés de mission région au quotidien. Surtout, restez pas tout seul. Un coup de fil, ça va vous prendre 5 minutes et on vous dira rapidement si c'est jouable ou non. Pour aller plus loin et être sûr de ne pas rater quelque chose. Jean-Pierre avait dit très justement tout à l'heure, tu avais pris l'exemple du devis, si vous recevez un devis avant de solliciter une aide, c'est pas grave, si vous le signez, si vous avez pris votre décision. Et donc du coup, nous on peut plus le considérer dans l'assiette éligible. C'est vraiment l'exemple. C'est ça, c'est à partir du moment où vous avez pris la décision, où je vais dire l'aide en aide publique, en fonds publics, n'est pas décisive pour pouvoir faire le projet, l'aide n'est pas due. Et si mon projet, mon investissement, finalement a déjà bénéficié d'une aide plan de relance, par exemple, comment ça se passe? Est-ce que je peux demander aussi une aide région? Parce que c'est quand même des montants hyper importants. Si j'ai eu 10% sur l'ASP Industrie du futur, voilà, c'est pas ça qui va m'aider à acquérir l'outil de production. Alors, si on a pu bénéficier d'une aide d'une autre structure publique, c'est-à-dire État, EPCI également, intercommunalité, même mairie quelquefois, ces aides viennent se cumuler. Mais on va toujours regarder l'assiette éligible en soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet qui est important, on peut avoir un projet d'1 million d'euros, où on va prendre une assiette éligible qui va être de 500 000 euros. Alors, on va aller vérifier sur cette assiette éligible s'il y a déjà eu une aide publique qui porte sur ces investissements-là ou qui porte sur cette partie-là des dépenses. Si effectivement, il y a eu d'autres financements publics, on va devoir les cumuler pour aller voir si on ne dépasse pas les plafonds d'aide autorisés par l'Union européenne. Très bien. Tout argent public confondu, y compris les aides avec les fonds européens. Y compris les aides fonds européens. Et au niveau de la partie accompagnement, j'ai un projet d'évolution de mon organisation interne. Je veux j'ai besoin de me faire accompagner pour mettre en place un ERP pour définir le type de logiciel. J'ai envie d'améliorer mes flux. J'ai envie de revoir ma stratégie marketing commerciale, mon positionnement. Je crois que la région a confié à l'Agence Hauts-de-France Innovation Développement un dispositif. Oui, tout à fait. On a... Pardon, j'avance un peu. Oui. Je ne pense pas qu'il soit mis dans... Tu vas le retrouver dans le tableau, tu vas le retrouver dans le premier tableau tout au départ. Oui, il est ici. Un diagnostic industrie du futur. Donc, en effet, on a vu avec l'agence, avec HDFI,
HDFID, pardon, qui est donc plus porté sur l'innovation, de mettre en place ces diagnostics pour permettre une étude au niveau de l'entreprise sur ce projet d'innovation. Donc, et globalement, c'est devenu presque aujourd'hui, hein, tu m'arrêtes si je prends des propos un petit peu trop ambitieux, mais presque une aide au conseil pour accompagner l'évolution de l'entreprise, notamment la PME et l'ETI jusqu'à 2000 personnes, pour lui permettre de faire face aux enjeux connotés industrie du futur, marche sur l'évolution de ses marchés, sur son organisation interne, sur ses systèmes de management, sur les diagnostics énergétiques et la RSE. En effet, et ça permet aussi pour le dirigeant de l'entreprise qui est souvent très pris au quotidien d'avoir un œil différent, d'avoir un peu quelqu'un qui va prendre un recul, un conseil expert. Voilà, qui va pouvoir lui donner ce conseil pour les évolutions à faire, justement dans le cadre de ces évolutions, dans ces évolutions de marché, dans ces évolutions de technologie, dans toutes les évolutions liées à la modernisation. Et là, je crois que la subvention est très intéressante puisqu'on peut aller jusqu'à 80%, 80% des frais de conseil avec un plafond de 1 000 € au jour et 10 jours de conseil. C'est ça. Tout à fait. Avec la possibilité aussi, hein, c'est assez récent, de redemander une seconde période de 10 jours si on reste sur la même thématique d'intervention, c'est-à-dire en principe, premier 10 jours, faire le diagnostic et réaliser le plan de développement, et la deuxième période, mettre en œuvre les actions. Ça, c'est l'aspect théorique, on sait très bien en pratique, après que les curseurs peuvent varier, on s'ajuste à la réalité de l'entreprise. Mais il y a cette possibilité-là d'aide au conseil. Il y a cette possibilité, elle n'est pas automatique, elle va être soumise à un avis d'un comité. Donc, il faudra justifier du pourquoi de cette demande supplémentaire. Il faut motiver sa demande. Et expliquer toujours son projet, dire pourquoi on veut faire ça et pourquoi on sollicite Tout à fait. Une aide région. Ça marche. Et donc là, les contacts, c'est Hauts-de-France Innovation Développement, les chargés de projet. Alors, les contacts, ça peut passer aussi par mon équipe, hein, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, on a une équipe territoriale, donc qui suit les entreprises, particulièrement donc PME, ETI Group, et ça peut passer par eux, mais ça peut aussi passer tout à fait par l'équipe territoriale de HDFID qui suit les entreprises. Donc c'est 2 portes d'entrée. De toute façon, c'est pour arriver. On se côtoie au jour le jour, donc voilà. Ouais. Peut-être en complément de ce qu'a dit Jean-Pierre, on n'avait pas prévu d'en parler, mais je rebondis en fait sur tes questions. Sans que ce soit un dispositif de la région participe aussi à un programme dit accélérateur, qui est en fait un programme de formation des chefs et dirigeants d'entreprise, qui peut répondre à un certain nombre de questions que tu as évoquées tout à l'heure. Donc, voilà, globalement, en tout cas pour les petites entreprises, c'est un programme qui dure 1 an, qui est porté par BPI-France en relation avec une école de commerce. Pour le moment, c'est la Schema. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir encore plus une quinzaine de chefs d'entreprise sur des secteurs différents, de taille similaire, mais pas systématiquement exactement les mêmes, et d'accompagner ces chefs d'entreprise et dirigeants pendant 1 année pour les PE, avec des cours vraiment très pratico-pratiques pour le coup sur leurs entreprises, les problèmes qu'ils ont évoqués en s'inscrivant à cette formation, et de progresser entre pairs, j'ai envie de dire, et donc entre chefs d'entreprise. Et pour les PME, c'est un programme un peu plus lourd, qui est un accélérateur PME, qui dure 2 ans, toujours avec une école de commerce. Et ça permet de balayer en fait toutes les thématiques que tu as évoquées tout à l'heure, la structuration, la recherche de financement, l'organisation logistique, la marque employeur, etc. Les RH, enfin voilà, tout y passe sur les 2 ans. Et c'est quelque chose qui est, bon là, ça fait quelques années qu'on s'est associé à ce programme-là, qui est très, 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 très bien noté par les dirigeants qui ont souhaité en bénéficier. D'accord, on vous joindra la fiche en complément du support. D'ailleurs, je pense qu'il y a un nouveau
programme qui va démarrer dans les mois Alors, qui on viennent? va lancer un nouveau programme sur les petites entreprises là, en novembre. Tu as tout à fait raison de le dire. Et il reste encore, c'était pas prévu, mais effectivement, en plus il reste quelques Donc, places. les dirigeants intéressés peuvent s'adresser au chargé de mission région ou à BPI. Oui, au chargé de mission région, oui, sans difficulté. Mais pour les petites entreprises. Moins de... C'est moins de 10 millions. Alors sur ce programme-là, c'est moins de 10 millions de chiffre d'affaires. Sans limite d'effectifs, c'est uniquement le chiffre d'affaires? Non, c'est pas encadré par un droit européen, ça c'est oui. Donc c'est plutôt un ordre d'idée. Donc si vous faites 11 millions, ça peut marcher. Alors, on a quelques questions une question de Xavier. La liste des compétences des consultants accrédités pour le diagnostic industriel du futur. Il y a une base qui existe au niveau de la région et qui est détenue aussi par Hauts-de-France Innovation Développement. Oui. Ils ont une base de consultants accrédités. Vous pouvez aussi nous interroger. On trouvera les infos. Martine qui demande pour le diagnostic, faut-il que l'aide soit demandée avant le 31/12/2023 pour le diagnostic industrie du futur? Pas forcément, c'est par rapport aux enveloppes budgétaires, j'imagine, mais ça va dépendre surtout du souhait de démarrage de l'accompagnement. C'est quelque chose qui est prévu d'être reconduit en 2024 sans souci. On est plutôt sur des demandes au fil de l'eau. Rassurez-vous, on aura du budget en 2024, c'est la première question qu'a posée Mathieu. Ouais. Alors le coût de l'accélérateur. Ah, alors oui, c'est une bonne question. Il y a un coût pour l'entreprise. Donc c'est un cofinancement, je précise, entre la région, BPI France, éventuellement des établissements publics de coopération intercommunale, pour l'île en tout cas. Alors pour le petite entreprise, le reste à charge pour l'entreprise, il est de l'ordre de 10 000 euros. Pour le PME, il est de l'ordre de 30 000 euros. Mais je précise que dans ce coût-là, vous avez non seulement le coût de la formation, mais vous avez également des prestations qui vont avec la formation. C'est vraiment un package. Vous avez également des prestations de consultants, vous avez un diagnostic 360 degrés, vous avez des prestations spécifiques sur les problèmes de votre entreprise, vous avez des jours de conseil qui sont associés à cette formation, vous avez accès au réseau Excellence BPI France, et notamment parce que on vise plutôt des entreprises qui sont en développement et plutôt des développements à 2 chiffres et donc souvent des recherches financières, donc ça permet aussi d'entrer dans les réseaux BPI France. Si je crois que pour Antoinette un intérêt particulier, on enverra effectivement la fiche, peut-être après m'appeler, je donnerai tous les détails. Donc oui, il y a un coût pour l'entreprise, mais il y a véritablement un service derrière. C'est l'idée d'avoir un retour sur investissement par rapport à ce coût. Bien sûr. Une question de Stéphane qui a un petit peu reprend la question d'Isabelle, qui a déjà signé pour la mise en place d'un ERP qui est en cours de déploiement. Est-ce que c'est trop tard pour se faire aider sur l'investissement matériel? Oui, enfin le logiciel, oui. Est-ce que le programme de formation a été déjà déposé, accompagné, identifié? Avec Chiric, on a déjà accompagné des projets de formation liés à l'ERP qui touchaient une grosse PME, mais ça va dépendre de la date d'engagement de l'entreprise par rapport à ses prestataires. Oui, c'est ça. Là, tel que je lis la question, nous avons déjà signé pour la mise en place d'un ERP. Je regrette, mais en fait, non, ça va être... Si c'est signé sur l'ensemble en fait, on ne du pourra pas justifier l'incitativité, même de la formation, puisqu'elle est consécutive à la mise en place de l'ERP. En fait, je comprends que la réponse, elle peut paraître un peu dure comme ça, mais ce qu'il y a derrière cette idée d'incitativité, peut-être pour bien expliquer les choses, c'est quand même cette idée que l'argent public ne peut ni ne doit se substituer aux ressources financières habituelles de l'entreprise. Et donc, le premier financeur de l'entreprise, c'est quand même la banque, normalement. Et à partir du moment où on va chercher de l'argent public, il faut qu'il y ait, entre guillemets, un supplément d'âme pour l'entreprise, ses salariés ou le territoire.
Ce supplément d'âme, c'est quoi? C'est d'une part permettre de réaliser un projet qui ne se réaliserait pas, ou en tout cas pas dans ces conditions-là s'il n'y avait pas une intervention publique. C'est ça, on veut dire l'incitativité. En fait, c'est ça cette idée derrière, c'est de dire mais finalement, on est censé n'aller que sur des projets qui ne se réaliseraient pas sans nous. Et il y a cette idée, notamment pour les créations d'emplois, mais en fait, on ne regarde pas que ça, puisque j'évoquais par exemple la formation qualifiante diplômante, cette idée de dire, mais qui bénéficie de la réalisation de ce projet? Alors, il y a l'entreprise, bien sûr, qui est le produit bénéficiaire, mais on va regarder aussi au-delà de l'entreprise, les salariés, parfois le territoire. De plus en plus, on regarde par exemple aussi les incidences en matière d'environnement. On est très clairement sur des dynamiques dites REF 3, où on va privilégier les dossiers qui ont un impact environnemental positif, etc. Ce que je traduis par intégrer cela lorsque l'on rédige son dossier de demande d'aide, mettre en avant avant de démarrer le projet, parce que sinon on se retrouve dans des situations où je dis pour le coup non, on ne pourra pas y aller. C'est vraiment l'intérêt de prendre le projet sur sa globalité, sur un temps plus long que cet investissement. On peut passer en revue l'ensemble des projets de l'entreprise, puisque ça peut aussi ouvrir sur d'autres dispositifs qui existent à la région, mais pas seulement à la région d'ailleurs. On est aussi en conseil, mon équipe est aussi en conseil sur les dispositifs liés par exemple à l'ADEME, liés au plan de relance, puisqu'ils connaissent et ils travaillent de façon régulière avec tous ces services, et donc on peut aussi venir dire, voilà, vous avez une possibilité à la région, mais vous avez une possibilité par exemple plus intéressante de par votre activité sur le plan de relance, et donc on va mettre en rapport avec les personnes qui suivent. Donc, on est vraiment sur cette idée, et c'est là aussi où on va faire le lien avec l'équipe de Pierrick sur les formations, puisque un projet, faut monter en compétence des salariés. Si le projet, l'équipe s'aperçoit qu'il y a matière, elle met tout de suite en rapport avec l'équipe de Pierrick, ou vice-versa. Alors merci Jean-Pierre, on a parlé des projets de développement d'entreprise, mais comment ça se passe lorsque mon entreprise commence à rencontrer des difficultés de trésorerie? Ça commence à coincer un petit peu. Est-ce que la région aussi là peut m'aider? Ce qui peut accessoirement arriver, les difficultés de trésorerie dans la vie d'une entreprise. Alors oui, la région peut vous aider. Le grand principe, peut-être la première chose à dire, le grand principe d'intervention dans ce qu'on appelle un peu rapidement d'ailleurs souvent les entreprises en difficulté, mais en tout cas les entreprises qui rencontrent des tensions de trésorerie, c'est justement le principe de non-intervention dans les entreprises en difficulté. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes de fait en situation de cessation de paiement, vous ne relevez plus d'une intervention publique, vous relevez véritablement du tribunal de commerce avec une procédure de protection. Ouais. Alors pourquoi je précise ça tout de suite? Parce que vraiment là, plus que sur n'importe quelle autre aide, la question du délai est vraiment primordiale. Ne venez pas nous voir quand vous n'êtes déjà plus en situation de payer les salaires, parce que c'est malheureusement ce qui arrive trop souvent. On voit des chez nous, je ne peux pas payer, là j'ai besoin d'aide, et nous on lui répond, écoutez, vous êtes en cessation des paiements, la seule chose qu'on puisse vous conseiller de faire, c'est d'aller voir le tribunal de commerce et de déposer votre... L'anticipation, c'est vraiment la clé. L'anticipation est vraiment fondamentale. Alors, une fois qu'on a dit ça... C'est confidentiel, hein, lorsqu'on contacte les services de la région. Absolument. Ouais. Absolument. Il y a un devoir de confidentialité qui est vraiment préservé. Une fois, et le tribunal de commerce aussi, d'ailleurs, est confidentiel. Tant que vous ne débouchez pas sur une procédure, mais j'aurai peut-être l'occasion de le préciser tout à l'heure aussi, il y a des questions là-dessus, tant que vous êtes dans le cadre d'un entretien avec le président ou la présidente du tribunal de commerce, c'est un entretien qui est absolument confidentiel. Après, si vous débouchez sur une procédure, c'est autre chose. Alors, une fois qu'on a posé ça, l'idée, c'est de dire qu'effectivement, selon la taille de votre entreprise, vous avez différentes aides possibles. Là encore, on fait le distinguo, hein, PME, TPE. On fait le distinguo. Alors, c'est pas vraiment PME, TPE, on va dire c'est moins de 25, plus de 25. D'accord. Mais effectivement, si vous êtes une petite entreprise ou très petite entreprise, en tout cas moins de 25 salariés pour être très concret, vous pouvez bénéficier d'un prêt d'accompagnement. Alors, l'intérêt de ce prêt-là, c'est qu'en fait, il est soumis à
aucune contrepartie bancaire ou fonds propres de l'entreprise. Voilà, parce qu'on a bien compris que pour les petites entreprises, il faut quelque chose de souple. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes pour l'entreprise, puisqu'en l'occurrence, on lui demande alors d'abord de nous contacter, qu'on vérifie son éligibilité, et si elle est éligible, on l'oriente vers notre partenaire, vers nos partenaires, que sont les tribunaux de commerce, dans le cadre d'un échange, encore une fois très clairement, qui est un échange confidentiel. Et c'est le président ou la présidente du tribunal de commerce ou son représentant qui va, avec l'entreprise, évaluer la situation économique et qui va regarder le projet. Parler de projet tout à l'heure, on y revient, et c'est encore plus important dans les entreprises en difficulté, le projet de rebond de l'entreprise. Et quand je dis projet, c'est pas uniquement le projet financier, hein, c'est vraiment le projet en termes d'organisation, en termes de nouveaux marchés, en termes d'acquisition de matériel s'il le faut, et effectivement en termes de besoins financiers, compris BFR bien sûr. Lorsque le tribunal de commerce valide, si vous voulez, la demande, en fait, le tribunal est prescripteur et donc il va évaluer non seulement l'éligibilité de la demande, mais le montant de l'aide qu'il convient d'apporter, qui est plafonné à 50 000 €. On demande à l'entreprise de se mettre dans le cadre d'une procédure de conciliation de mandat ad hoc, encore une fois, pour encadrer l'aide publique et vérifier qu'on est bien dans les clous et qu'on n'est pas, par exemple, de fait dans une situation de cessation de paiement. Et c'est un prêt qui peut être versé assez rapidement à l'entreprise. Ça, c'est pour les moins de 25 ans. Assez rapidement, c'est en moyenne, c'est quoi? C'est sous 2 semaines, sous 1 mois, sous 2 mois, Il faut que l'entreprise nous contacte. Elle voit le tribunal. On va dire un moment où si le tribunal dit OK, c'est bon, c'est une attestation, l'entreprise dépose le dossier sur la plateforme de la région. On est sur un versement qui est de l'ordre de 3 semaines. Sous 3 semaines, ah oui, donc c'est rapide. Oui, pour la région, c'est très rapide. Pour la région, c'est très rapide. Ça peut, alors, on ne voit pas nos amis sourire, mais sûrement il y en a-t-il qui sourient derrière leurs écrans, ils auraient probablement bien raison. Faut vraiment comprendre qu'on est un conseil régional, on est une administration, on n'est pas une banque, on n'est pas construit comme une banque, on n'a pas et on n'aura jamais les délais d'intervention que vous pouvez trouver, vous, dans vos partenaires privés, ne serait-ce que parce qu'il y a des contraintes administratives liées au droit européen, aux élus, etc. Et ce sont les aides qu'on arrive quasiment à verser le plus rapidement à la région. On est hyper focus là-dessus. Tu nous as dit aussi qu'il pouvait y avoir un distinguo pour les entreprises de plus de 25 salariés. Alors, il y a un accompagnement, une aide qui peut exister lorsque ça commence la trésorerie commence à être dans le rouge. Ouais, mais pour le plaisir de faire un peu compliqué, on a fait plus de 25, on a fait moins de 25 pour le fonds premier secours que je viens d'évoquer, on a fait plus de 10 pour le Hauts-de-France Prévention. Voilà, donc en fait, à partir de 10 salariés, vous pouvez avoir accès à un autre type de prêt via alors ce qu'on appelle chez nous Hauts-de-France Prévention. Là, ce sont des prêts un peu plus importants, mais tout simplement parce que la taille des entreprises est un peu plus importante et donc du coup le besoin financier souvent un peu plus important. Donc on est entre 50 et 300 000 €. On est sur une procédure un petit peu différente. Là, on est avec un autre partenaire, on monte ça avec les CCI. Donc là, le référent sont les conseillers CCI. Et dans ce cas-là, il y a un comité d'engagement qui, un petit peu à l'image de ce que je présentais tout à l'heure, va valider, enfin va instruire d'abord la demande, vérifier le projet financier, économique, social, bon, etc. et va présenter le dossier en comité d'investissement. Alors certes, les aides sont un peu plus importantes, certes, du coup... C'est combien plus importante entre de 50 et 300 000 €. Hein. Jusqu'à 300 000 €. Ouais, c'est un prêt. Hein, c'est un prêt. C'est un prêt. Là, du coup, on ne demande pas forcément à l'entreprise de se placer dans le cadre d'un mandat de conciliation. Pour autant, il y a quand même des contraintes de l'entreprise, et en l'occurrence, il y a des contraintes soit de cofinancement et de participation de l'entreprise via ses fonds propres, soit de financement bancaire. Et dans ce cas-là, on est sur des règles de type, si c'est du fonds propre, 1 € pour 1 €, on ne mettra pas plus que l'entreprise. Si c'est un financement bancaire, c'est 1 € pour 2 €. Si la banque met 2 €, on ne mettra pas plus d'1 €. D'accord. Oui, donc il faut. Donc il y a quand même des contreparties. Il y a quand même des contraintes ou des contreparties. Et en termes de délai, c'est aussi rapide que sur le fonds premier secours pour les petites structures. Sur le décaissement, oui.
Ça peut être un tout petit peu plus long parce que là, il y a une comitologie qui est liée. Une quoi? Comitologie? Une comitologie, c'est-à-dire il y a un comité d'engagement. Hein. Ouais. Certaines fois, vous avez rencontré le conseiller CCI et que le dossier est instruit, c'est un comité qui attribue, si vous voulez, qui prend la décision, et ce comité, il se réunit une fois par mois. Alors si vous tombez juste la veille, on sera dans des délais équivalents à ceux du Fonds Premier Secours. Si l'instruction arrive le lendemain du comité, c'est forcément le mois d'après, évidemment. C'est pour ça que je suis moins précis, mais le décaissement, il se fait globalement sous 3 semaines. Et encore une fois, les aides aux entreprises en difficulté sont les aides sur lesquelles on est le plus vigilant en termes de décaissement, tout simplement parce qu'on a compris qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Ça fait rebond sur les aides classiques au développement des entreprises en termes de délai. Je m'adresse à Jean-Pierre. Peut-être déjà avant préciser une chose, c'est que l'entreprise, si elle est en difficulté, elle ne peut plus bénéficier des aides dites en développement, c'est-à-dire les aides qu'on a précisées tout à l'heure. Et c'est pour cela aussi que lorsque l'on va monter le dossier d'aide, on va demander la dernière liasse fiscale, puisqu'on est obligé d'aller vérifier le niveau de fonds propres. Une subvention ne doit jamais être supérieure au niveau de fonds propres de l'entreprise. On va aller voir également si elle n'est pas reprise comme entreprise en difficulté au sens européen du terme. La définition est assez claire. Voilà, et il y a plusieurs critères, fonds propres négatifs ou alors une perte du capital social supérieure à 50% depuis les 2 dernières années, je crois. Pierrick, c'est ça. Voilà. Donc, pour en bénéficier, il faut s'assurer déjà que l'entreprise n'est pas en difficulté. Pour répondre à ta question plus question sur le rebord. Ah oui. Alors, pour répondre à ta question, oui, on est dans des temporalités plus longues, puisqu'on est sur autant empirique avec, par exemple, le fonds de premier secours, on va être une aide qui va se faire par arrêté pour avoir une réactivité très, très forte. Nous, on est sur des délibérations, on va devoir suivre le calendrier délibératif, et il faut savoir qu'on a avant passage au juridique, etc., aux finances, et on est sur un rétro-planning à peu près de 3 mois avant la date de la commission. 3 mois avant, on doit avoir finalisé l'ensemble des dossiers. On ne peut plus les rajouter. Ça veut dire, je me mets dans la peau d'un dirigeant d'entreprise, dirigeante. Je contacte la région me dit oui ou non, c'est jouable. Ensuite, l'interlocuteur région vient me voir, le cas échéant, si elle ne connaît pas déjà l'entreprise, m'explique le dossier que je peux monter, je monte le dossier, je le dépose complet sur la plateforme régionale, sur une plateforme extranet régionale, et à partir de là, la personne de la région réalise l'instruction. Oui. Faut compter environ 3 mois avant que le dossier puisse être présenté devant les élus. Après bouclage de l'instruction, ça serait 3 mois, globalement. Par contre, ce délai ne va pas bloquer spécialement l'investissement, je précise. Ah, ça, c'est un point important. Voilà. À partir du moment où il y a eu clairement la demande de sollicitation qui peut être faite sous format courrier. Hein, il y a des modèles, qui existent. Pour des dossiers plus simples, il suffit de déposer sur la plateforme. C'est le dessus. Hein, les chargés de mission région connaissent par cœur l'outil. À partir de ce moment-là, on va faire partir l'incitativité à cette date-là. C'est vraiment la date à partir de laquelle on peut signer les devis et s'engager sans toutefois savoir si l'aide va nous être accordée ou non. Tout à fait. Et donc, moi, je conseille quand même d'avoir eu un échange pour les dossiers importants avec le chargé de mission territoriale, qui va dire ok, je fais passer pour ça votre dossier, et là vous pouvez engager les investissements, sans problème. Faut le voir plutôt comme un partenaire, lui expliquer votre projet, ce que vous souhaitez faire, et puis regarder s'il y a aussi, toujours pareil, s'il y a d'autres investissements qui pourraient venir pour lui permettre de bien comprendre le développement de l'entreprise dans son ensemble. Lui, ça lui permettra, lui ou elle, de vous accompagner au mieux par rapport aux outils financiers dont il dispose. Voilà, c'est vraiment, on essaye de voir un projet dans sa globalité. Un investissement peut aussi demander, par exemple,
une intervention en fonds propres, par exemple, parce qu'il y a besoin de recapitaliser. Donc, ça va être avec les équipes de Pierric où on va se mettre en rapport. Ça peut être aussi orienté sur d'autres dispositifs, ADEME, plan de relance, même des interventions plus locales. Hein, bon, voilà. S'il y a aussi des créations d'emplois, on va mettre en rapport avec Pôle emploi, on va mettre en rapport avec tout le système de formation qui existe au sein de la région, et on voit vraiment ce projet dans sa globalité. On a une question de Pascal, hein, je reviens pour Pierric, concernant le dispositif Hauts-de-France Prévention, est-ce que le taux est réellement de 1,5 ou c'est le Euribor plus 1,5? Alors, je souris en voyant la question de Pascal, parce qu'effectivement, le Euribor, c'est un terme très technique. Alors, d'abord, je réponds techniquement à Pascal. C'est bien un taux plancher de 1,5, mais en réalité, le taux, c'est l'Euribor 3 mois plus 150 points de base avec un plancher à 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase incompréhensible? Ça veut dire que c'est bien, donc l'Euribor, c'est le taux moyen de financement interbancaire à 3 mois. Donc on est bien sur un taux moyen qui aujourd'hui, alors il y a quelques mois, on vous aurait dit de toute façon l'Euribor est négatif, donc c'est voilà, voire négatif, tu as raison. Donc c'est un 5. Aujourd'hui, non, c'est bien un taux plancher de 1,5, mais c'est bien l'Euribor 3 mois plus 1,5. Donc on est autour de 4,5. Hein. Aujourd'hui, on est même un petit peu au-dessus de 5 aujourd'hui. Hein. On est à 5 aux dernières nouvelles, on était à 5,30 et ça va. De toute façon, ça varie tous les jours. Hein. Donc en fait, le taux qu'on prend, selon cette formule magique que je viens d'évoquer tout à l'heure et dont je vous fais grâce de ne pas la répéter, on calcule le taux en fait au moment où vous rencontrez le tribunal de commerce et qui signe l'attestation. On considère, nous, que ça c'est vraiment le démarrage de la demande, et quand vous déposez l'aide, on calcule le Euribor 3 mois de ce jour-là. Voilà, on est autour de 5, un peu au-dessus de 5. Vraisemblablement, ça va continuer à monter. Et on utilise ça parce qu'on est obligé de calculer ce qu'on appelle un ESB, équivalent subvention brute, puisque c'est un avantage donné à l'entreprise. Donc, on donne cet avantage et il est encadré par l'Union européenne. C'est-à-dire, vu de ma fenêtre de Béotien, 1 euro de prêt de la région ne vaut pas 1 euro de subvention. Ah non, bien sûr, bien sûr. Puisque l'incitatif, l'aide n'a pas la même intensité pour l'entreprise. Alors, c'est pas une question d'intensité, c'est que quand tu verses une subvention à l'entreprise, tu vas directement impacter le résultat, c'est l'espèce d'entretien. C'est le cas des dispositifs d'aide à la formation, par exemple. Quand on verse un prêt, en réalité, l'équivalent de subvention, il est lié d'ailleurs notamment au taux. Hein, pour un même prêt, selon le taux qu'on va appliquer, l'équivalent de subvention, c'est-à-dire le bénéfice quelque part pour l'entreprise n'est pas le même. Ouais. N'est pas le même. Mais on ne peut plus donner de subventions aux entreprises en difficulté. C'est fermé. Donc, c'est une autre solution pour pouvoir les accompagner. Au niveau de votre expérience à la région, est-ce que vous auriez un conseil ou une recommandation à donner aux personnes qui nous écoutent? Alors, d'abord, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner aux chefs d'entreprise qui savent bien ce que c'est que leur métier. Pour solliciter en tout cas l'accompagnement région. Peut-être de répondre à ta question, je voudrais rebondir un tout petit peu. Jean-Pierre évoquait des instruments financiers de la région. Peut-être, alors on ne va pas rentrer dans le détail, et puis je vois que l'heure tourne, on n'aura pas le temps, mais je voudrais quand même en toucher 2 mots, parce que là, on a évoqué des aides directes et c'est important de le faire, mais l'intervention économique de la région, c'est aussi des aides indirectes via des instruments financiers. Dans les instruments financiers, on va trouver globalement 3 grandes catégories d'investissement d'instruments financiers. On va trouver toutes les aides en garantie, c'est-à-dire alors via des organismes tels que BPI France, Hauts-de-France Financement, France Active, mais pour faire simple, on va garantir des prêts accordés par la banque à des entreprises, et donc là où la banque, on reste toujours un peu sur ce point, c'est-à-dire là où la banque seule n'irait pas prêter à l'entreprise, le fait qu'il y ait une garantie publique sur ce prêt permet à l'entreprise d'avoir le bénéfice de ce prêt. Vous avez les prêts qui sont sur fonds régionaux versés par des partenaires. Alors, le grand partenaire de la région, c'est évidemment BPI France, mais vous avez aussi d'autres partenaires. Et puis vous avez les interventions
au capital. Donc là, vraiment, on monte au capital de l'entreprise sur des fonds d'investissement qui peuvent être généralistes, thématiques pour la santé, par exemple, ou pour d'autres thèmes, ou liés à des phases de vie très particulières de l'entreprise, notamment ce qu'on appelle l'amorçage, pour les entreprises qui sont en création, avec des fonds d'investissement tels que Nord-France Amorçage. Enfin bon, il y en a plein. Là, on cite Finovab, Finorpa SR, F3 Capital évidemment pour les entreprises à vocation. Riboost pour les entreprises qui sont en rebond, par exemple. Voilà. On n'approfondit probablement pas aujourd'hui, on n'en a pas le temps, mais je voudrais quand même dire que ça existe. Tu as commencé l'intervention en parlant de y a-t-il de l'argent encore à la région? Oui, peut-être qu'on peut quand même donner quelques grands chiffres pour bien cadrer les choses. Globalement, alors sous réserve du vote des élus du budget 2024 en début d'année bien sûr. Globalement, l'intervention de la région en aide directe via la direction des entreprises, c'est un peu plus de 100 millions d'euros par an. Globalement, l'intervention financière, économique et sociale de la région, donc le service que j'ai le plaisir de diriger, c'est à peu près 35 millions d'euros par an. Globalement, le montant de l'argent sous gestion de la région via les instruments financiers, c'est à peu près 380 millions d'euros. D'accord. Voilà. Donc, c'est bien de donner ces grandes masses-là parce que, en fait, derrière ces mots, la garantie, prêt, avance, capital, il y a vraiment, alors c'est pas 380 millions d'euros de la région, on est bien d'accord, hein. C'est les instruments financiers dont la région est partenaire, gère et met à disposition des entreprises environ 380 millions d'euros de budget, soit sous forme de prêt, de garantie ou de capital. Donc c'est pas marginal à l'intervention de la région. Et donc à partir du moment où vous avez des projets qui sont éventuellement gros consommateurs de cash flow ou pour lequel vous pourriez avoir besoin d'un partenaire au capital, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Et dans ce cas-là, on vous met en contact avec les fonds. Très bien. Justement, pour prendre contact avec les services de la région, c'est assez simple, hein, puisque chaque territoire est couvert par un interlocuteur. Pardon, je passe. Donc, on peut aller sur le portail. Il y a un portail qui a été créé, qui reprend toutes les aides de la région Hauts-de-France, ou quasiment, puisqu'il est en cours de mise à jour. Alors, il est en cours de mise à jour, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cadres ont pris effet au 1er octobre, et donc là, il est en cours de réajustement, et il sera totalement prêt pour le 1er décembre. On peut contacter aussi avec l'adresse mail générique entreprise@hautedefrance.fr. Oui, et là, on redispatche les demandes en fonction de... Que ce soit du développement, de la formation, des préventions de difficultés ou autre, c'est l'adresse générique. Et puis, bon, ça paraît en petit, mais on vous joindra en support de webinaire la carte avec les coordonnées de tous les interlocuteurs chargés de mission région par bassin. Voilà. Généralement, ils connaissent bien le secteur et les entreprises, ont l'habitude de vous accompagner au mieux. Donc, le plus simple, c'est de les contacter. Ou appeler Cap Industrie qui mettra en relation, on fera peut-être un premier tri, mais on travaille en partenariat plus qu'au quotidien avec les services de la région. Et l'équipe vous orientera vraiment sur qui est le plus favorable pour vous. C'est pas toujours une aide de la région, ça peut être autre chose. Donc ça, on sera en conseil. Complètement. Alors, je vous propose, il reste quelques minutes de répondre aux éventuelles dernières questions. Je vois que Véronique est en train de taper. Non, c'était pas une question. Je peux peut-être juste dire 2 mots parce qu'on a parlé TPE. Merci PME. Véronique. On a parlé TPE, PME, mais juste 2 mots pour les grandes entreprises, ETI et grandes entreprises. Donc, ce qu'on a pu voir comme dispositif, pour moi, il n'est pas valable. On a un dispositif qui est développement des grandes entreprises. Là, par contre, on est sur des seuils d'investissement qui sont beaucoup plus gros. C'est au moins 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'investissement productif. D'accord. Ou la création d'au moins 100 emplois, CDI, ETP en plus. On ne reprend pas le matériel d'occasion parce que l'Union européenne l'interdit dans les dispositifs, et on ne reprend pas le rétrofit non plus. Donc, on n'est que sur du matériel neuf. Et en plus, ce matériel doit être en
je veux dire, non nocif pour l'environnement. Pour l'environnement. Pour être qualifié REF3. Très bien. Moi, j'aurais également en implantation. Et l'implantation pour les grandes entreprises. Implantation pour les grandes entreprises, implantation pour les plus petites, pour les PME. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans l'implantation, justement? Eh bien, par exemple, une entreprise installée à Amiens veut installer un site, une succursale, je sais pas moi, à Arras, par exemple. Eh bien, là, à partir du moment où on va créer cet établissement secondaire, on va rentrer en format implantation. Pour une PME, il faut qu'elle crée au moins 20 emplois CDI ETP. Et pour une grande entreprise, c'est au moins 50 CDI ETP. Donc, il faut vraiment que ce soit création d'établissement. Un déménagement ne rentre pas en ligne de compte. Un déménagement, non, c'est une poursuite d'activité. Poursuite d'activité. Et sur l'immobilier, question un petit peu classique. Je sais que la réponse risque d'être négative, mais est-ce que la région peut accompagner l'immobilier d'entreprise? Alors là, on est sur une répartition de compétences liées au législateur, qui a bien réparti les compétences économiques entre les régions et les intercommunalités. L'immobilier d'entreprise est du ressort des intercommunalités. Donc si vous avez un projet d'immobilier d'entreprise, éventuellement, nous, on est quotidiennement en lien avec les intercommunalités et on voit avec l'intercommunalité s'il y a des possibilités. Mais qui dit projet immobilier, souvent, on a de l'investissement productif, on a un mixte des deux et on fait une intervention commune avec les EPCI. Et pour répondre à Eric, oui, tous les dossiers se font toujours en ligne. Ouais. Alors, je ne sais pas tout à fait ce qu'il y a derrière votre question, Eric, mais si c'est problématique alors je ne sais pas du tout dans quelle entreprise vous êtes, mais on peut vous accompagner pour déposer le dossier, notamment pour les TPE qui pourraient parfois ne pas être très à l'aise avec les plateformes de la région qui sont forcément des plateformes administratives. On peut accompagner au dépôt du dossier. Mais oui, ça passe en ligne. Tout se fait en ligne. Très bien. On arrive au terme de ce webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je tiens à vous remercier très sincèrement pour vos interventions, pour le temps que vous nous avez consacré. Et puis on reste bien sûr à la disposition des industriels pour répondre à toutes leurs questions. Vous trouverez les coordonnées dans le support du webinaire qui vous sera adressé. Ouais. Merci et bonne journée à tous. Merci à toi et merci à tout le monde. Merci à tous et bonne journée.